Après le Mali, Burkina Faso, Niger, cette fois-ci, c'est le Gabon. Jusqu'où irait ce fléau de coup d'État en Afrique? Jean-Marie Kassamba va essayer certainement de répondre à cette question. Bienvenue. Merci. Voilà, on croyait que c'était seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, c'est au niveau de l'Afrique centrale, le coup d'État. Bon, je pense que pour mieux comprendre la situation qui prévaut en ce moment en Afrique, il faut faire un petit rappel. Durant la colonisation, il y avait comme une espèce de partage du continent. D'un côté, vous avez la Grande-Bretagne et la France, et accessoirement la Belgique, qui n'avait que le Congo d'alors. Lorsque les indépendances ont été provoquées par le leadership africain, il a été décidé de continuer à gérer le patrimoine africain, les richesses d'Afrique, via des hommes forts. C'est pour cela que les grandes figures qui étaient de panafricanistes, comme les Kwame Nkrumah, comme les Lumumba, comme les Modibo Keïta, comme Umnyobe au Cameroun, ont été éliminés par les mêmes puissances occidentales, la Grande-Bretagne, la France et la Belgique. Et ces hommes forts servaient les blocs. Il y avait soit le bloc occidental, parce qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux blocs, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, les capitalistes avaient l'Afrique dite francophone, et un peu aussi anglophone, un peu aussi l'Afrique de l'Ouest. Alors la France gardait la zone CFA, jusqu'ici à Brazzaville, sauf Brazzaville qui était quand même l'appendice du communiste. Enfin, le communisme avec Marie Ngouabi, etc. Et la Belgique continuait avec la République démocratique du Congo, enfin le Zaïre, le Mobutu. Et on avait installé comme ça des potentats, des chefs d'État, qui étaient un peu les hommes forts, qui faisaient tout et son contraire, et ils étaient parfois acceptés dans les palais là-bas, à l'Élysée, à Bruxelles, etc. Et ça a duré pendant, une trentaine d'années. Jusqu'en 1989, lorsque Mikhaïl Gorbatchev, instrumentalisé par l'Occident, liquide l'URSS, et on décide que c'était fini la guerre froide, qui est désormais à la Baule. François Mitterrand fait cette fameuse la conférence de la Baule où il dit aux potentats d'hier, bon, désormais vous allez faire la démocratie. Il y a eu maintenant la série des conférences nationales. Ça avait commencé au Bénin, jusque partout. On a pensé que c'était la démocratie. Et non, ça n'a pas été la démocratie. De 1990 à l'an 2000, il n'y a eu que de perturbations parce qu'on continuait toujours à assujettir l'Afrique via cette fois-ci un système ingénieux, Fonds monétaire international, Banque mondiale, les instituts de Bretton Woods, qui faisaient que les richesses du continent partaient à volo. Moi, j'ai fait mon 3e cycle sur la coopération multisectorielle entre l'Union européenne et l'Afrique des Grands Lacs, notamment notre pays. Et quand vous regardez les ACP, c'était les quotas, c'était la dépendance. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'éveil d'une certaine jeunesse africaine qui a accès à l'information en temps réel, c'est-à-dire l'Internet à double face. Hein, soit ça vous manipule, soit vous accédez aux informations assez rapidement, vous pouvez aussi prendre vos décisions. Et donc, ces militaires se comportent comme une espèce de prise en charge de la conscience collective. Beaucoup de misère, beaucoup de souffrances, des promesses fallacieuses. Et 30 ans après, est-ce que c'est une nouvelle révolution en marche? Parce qu'on a vu 1990, oui. C'est 30 ans après, on est en train de voir, c'est un peu du renouveau. En fait, c'est une révolution inéluctable. Aucun régime
en Afrique, surtout, c'est dirigé par des hommes dits forts, les gens qui régentent tout, qui veulent que tout le monde s'aligne, etc. Ils seront balayés. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal avec Macky Sall, qui a voulu faire un troisième mandat au forceps. Ça n'a pas fonctionné, il a reculé, mais ce n'est pas encore terminé. Parce que ce qu'il dit Sonko au Sénégal, c'est les souffrances. Les jeunes Sénégalais souffrent, meurent dans la Méditerranée chaque jour. Alors qu'on dit que le Sénégal, c'est le modèle de démocratie, etc. C'est faux. Il y a beaucoup de misère au Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Alassane Ouattara est venu au pouvoir grâce à un coup contre Ouattara, enfin contre Gbagbo, qui était élu, mais on a manipulé. C'était quoi, l'ancien président français Sarkozy. La même chose que le Cameroun, on peut descendre jusqu'en Afrique centrale ici. Et donc, cette révolution, ça a commencé d'abord au Mali. 10 ans de présence de Barkhane, ça n'a pas donné de test compté parce que ces groupes armés, etc., on sait parfois sont manipulés, créés de toutes pièces pour... on pensait à la partition du Mali entre le nord, Touareg, et le sud, etc. Tout ceci est terminé. C'est descendu au Burkina Faso où il y avait exactement la même chose. Au Niger maintenant, l'uranium nigérien, le pétrole, on ne dit pas assez, l'or du Niger part et il n'y a pas de solution au problème. On dit que c'est le pays le plus pauvre, c'est faux, ce n'est pas le pays le plus pauvre. Il y a énormément de richesses mais qui sont utilisées autrement. Aujourd'hui, c'est les Gabons. Pourquoi c'est les Gabons? C'est parce que il y a le pétrole au Gabon, il y a le bois, il y a le manganèse, il y a tout ça au Gabon, un pays de moins de 2 millions d'habitants, je dis bien moins de 2 millions d'habitants, c'est Kinshasa et c'est fois 10. Enfin, vous prenez Kinshasa, le Gabon, la population de Kinshasa entre 10 fois. Et il en reste encore un peu arabe. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais les Gabonais ont subi 60 ans presque de la dictature du clan Bongo et l'argent partait. Moi, j'ai vécu ça, j'étais au Gabon. L'argent partait. Omar Bongo faisait et défaisait les régimes, notamment en France. Beaucoup d'hommes politiques français ont eu leur carrière grâce à Bongo. Et la France, dans tout ça, son économie risque de s'asphyxier. Pas risque. L'économie française est assise sur la zone CFA. C'est l'or qui est au niveau du trésor, c'est la monnaie, c'est les réserves d'échange, ce sont des marchés parfois qu'on obtient de manière exclusive. Tout ceci profite. Mais il faut féliciter les Français, c'est leur génie. La France ne produit pas grand-chose, mais la France vit avec sa géopolitique, avec son influence depuis le XVIIe siècle. Donc, si vous ne vous réveillez pas et que vous ne prenez pas vos responsabilités, et là je salue Macron, ce n'est pas les intérêts des Français qu'un président français va compromettre. Est-ce que les Français ne sont pas lassés un peu du clan Bongo? Ils ont voulu un peu changer un peu. En fait, ils ne sont pas lassés du tout. Les Français étaient déjà en bisbille avec les Bongo depuis les années 90 déjà. Lorsque Omar Bongo commençait à être un peu trop direct avec... il était plus ami à Chirac, à Mitterrand. Il était de droite, hein, Omar Bongo. Et donc, les valises ne fonctionnent plus. Bongo commençait à trop exiger aux Français et les Français commençaient aussi à prendre un peu du recul. C'est pour ça qu'on avait commencé à humilier la famille Bongo. Comme on humilie la famille Sassou, comme on humilie la famille Obiangema, comme on humilie la famille Paul Biya au Cameroun. Ça, c'est la zone d'influence francophone en Afrique centrale de la France. Est-ce que ce n'est pas la politique des Bongo de vouloir tourner vers le Commonwealth qui a fait à ce qu'aujourd'hui, que la France puisse tant soit peu le lâcher? Moi, je pense que Ali Bongo a voulu faire un peu le caprice d'enfant gâté. D'enfant gâté, pourquoi? Parce qu'il a vécu tout cela avec son père, il était le ministre de la Défense de son père, moi je l'ai connu, Ali Bongo, pendant longtemps. Donc, il a vécu tout ça. Et il pensait que sur un coup de baguette magique, il pouvait faire basculer les Gabons vers la Chine, vers le Commonwealth, comme il a parlé maladroitement en anglais d'ailleurs, pour peut-être penser que la Chine allait intervenir, c'est ce qui était quasiment trop tard. Non, le Gabon était encore sous la coupe de la France, le pétrole
gabonais est aujourd'hui sous contrôle de la France. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? On a vu la réaction française au niveau du Niger, jusqu'à ce que la France a demandé à ce que la CEDEAO puisse intervenir, mais du côté des Gabon, aucune réaction française, en fait, une réaction musclée. Ce qui se passe au Gabon, c'est une fausse révolution, on va dire, sous forme de coup d'État. C'est un peu une opération arrangée avec l'Élysée, avec les services de renseignement, avec les secrets, pour un peu anticiper ce qui allait se passer. Il y avait un deal entre Ondo, Jean Ping et Bongo lui-même avant les élections en France. Ce deal consistait à préparer une transition où Bongo allait se réserver, comme il était déjà quasi fatigué, malade, et on allait faire une transition avec peut-être celui qui allait gagner les élections, etc. Et Ondo était positionné par ça. Mais comme Ondo lui-même n'était pas très fiable, et il voyait la contradiction lorsque il était sur le terrain, eh ben, les Français ont dit, bon, d'une pierre deux coups, avant que ça soit incontrôlé, il faut qu'on puisse, en quelque sorte, anticiper. Parce qu'ils ont parlé des élections tronquées. Ces militaires, le patron de la garde républicaine, c'est un homme affable, hein, qui fréquente beaucoup les palais, les ambassades, etc. Donc, c'est quelqu'un du milieu, qui a travaillé avec Bongo Père, qui a été ramené parce qu'il était parti comme ambassadeur. On l'a ramené quand l'autre a eu l'accident. Eh ben, et ce qu'il vient de faire, c'est un petit arrangement, on va dire, une petite révolution de palais, mais qui risque de s'écorcer, comme ça a été le cas au Burkina Faso. Parce qu'il y a eu aussi là-bas une révolution de palais quand il y a eu coup d'état militaire. On a renversé, Damiba a été mis en place comme, allez, on va dire coup d'état militaire, mais comme Damiba voulait faire la politique, on va dire, de la France, il a été renversé par Traoré, qui est maintenant là-bas. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est que Traoré est en train de faire. Ils ont parlé des élections tronquées. Si c'était les élections tronquées, Ondo voulait à ce qu'il soit rétabli dans ses droits. La logique aurait voulu que l'armée fasse un coup d'État et rétablisse Ondo en tant que chef d'État élu. Ce n'est pas Ondo qui est en place. Ce n'est pas non plus Ali qui est en place. On a maîtrisé tout le monde. C'est un peu ce que Mobutu avait fait dans les années 60. Exactement, au mois de septembre, lorsqu'il a neutralisé et Kassavobu et Lumumba. Et on a mis en place ce fameux gouvernement des commissaires généraux. Et on a vu que 5 ans plus tard, c'est Mobutu qui... Voilà, on est en train de voir un peu de chamboulement. Au Rwanda, James Kabarebe a été mis à la retraite. Au niveau du Cameroun, il y a eu d'autres nominations au sein de l'appareil sécuritaire. Est-ce que tout ça, ce n'est pas la peur de ce qui se passe? Il y a comme un frémissement dans tous les palais, en tout cas en ce moment, sur le continent, surtout en Afrique francophone, en Afrique noire. Ça part de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Les régimes comme ceux de l'Ouganda, comme ceux du Rwanda, comme ceux de Guinée équatoriale, comme ceux du Cameroun, comme ceux... Tous ces gens, ils sont conscients aujourd'hui qu'il y a une dichotomie. Il y a comme un fossé entre la brillance, entre les tapis rouges, entre les anniversaires, entre les fêtes, et la vie au quotidien de peuple. Même au Rwanda dont on parle, vous sortez de Kigali, la banlieue de Kigali, et vous allez tomber sur les misères. Et quand vous voyez les fêtes des chefs d'État, allez au Gabon par exemple, moi j'ai vécu un peu tout ceci, ou au Cameroun, l'anniversaire de la cousine, de la tante, le mariage du cousin, etc. C'est du champagne à flot. L'un des premiers pays qui consomme du champagne, c'est le Cameroun. Et donc, ces militaires vivent au quotidien avec la population. Beaucoup vivent à la cité. Et ils viennent assister à ces cérémonies. Et quand ils rentrent à la cité, leur famille leur demande. Par exemple, il y a la rentrée scolaire, il y a des maladies, il y en a qui peuvent être évacués pour aller se faire soigner, il y en a qui ont des enfants qui sont aux études, etc. Des impayements. Parfois même l'État devient absent. Et c'est les terreaux sur lesquels surfent souvent les mécontentements des gens
pour occasionner tout ceci. Et la Russie n'est pas loin. Les gens qui disent que Wagner est toute puissante, non, Wagner ne surfe que sur, on va dire, les misères. Malgré la des mort populations. de leur leader. Des Prigogine. Prigogine. Non, ça, c'est un épiphénomène. Mm. Wagner, c'est une création de la Russie, De la Russie. de Poutine. Prigogine n'était Est-ce qu'on que... peut voir aussi la main Prigogine russe? n'était que son... On peut voir la main russe derrière le coup d'État au Gabon. Est-ce que vous savez que Wagner ne travaille pas seulement sur les armes? Wagner, c'est la communication, pour ne pas dire la communication d'influence. C'est les business, mais aussi l'identification des personnes influentes, comme les Kémy Séba, comme tout ce que vous voyez sur les influenceurs, etc. Wagner travaille d'une manière alors subliminale. Et comme Wagner, qui est l'arme, on va dire, de Poutine, pour inverser les choses, il y a du côté économique, vous avez les BRICS, les côtés militaires purs, vous avez les troupes de Wagner, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les trolls. Les trolls sont ces équipements d'influence à la fois électroniques, informatiques, qui jouent un rôle très important. Alors, vous savez que ce qu'a fait Poutine, Obama l'a fait. Dans les années 2000, ici, Oui, avec, on a organisé aux États-Unis... les jeunes, Philippe, oui, c'est ce qu'on appelle la jeunesse africaine. Hein, on a fait venir même de chez nous ici, beaucoup de jeunes que je connais étaient partis aux États-Unis pour dire, faites ce qu'on appelle le printemps. Ça n'a pas pu fonctionner parce que les Américains ne mettent pas souvent de l'argent en jeu. Nos ONG ici, on leur donne quoi? 2 000 $, 3 000 $ pour faire des petites manifestations, au renforcement des capacités, des petits colloques et tout ça. Filimbi, Lucha, etc. n'ont pas eu suffisamment. On les a pressés à un moment donné, on les a jetés. Or, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, sur Télé 50, il y a des images, des armes, des équipements qu'ils ont mis à la disposition du Mali. Mais eux, ils donnent de vrais équipements. Les Russes. Ah, ils ont de vrais équipements. Ils mettent à disposition de vraies troupes. Vous allez au Soudan aujourd'hui, il y a énormément de Wagner. Vous allez en Libye, il y a énormément de Wagner. Et ils sont déjà au Niger. On ne le dit pas assez. C'est pour ça que vous avez posé la question sur les 2 poids 2 mesures. Vous verrez, il n'y aura pas de condamnation effective au Gabon par rapport à ce qui s'est passé au Niger, à la différence qu'on a tué la CEDEAO complètement. Et l'Union africaine vient également de se discréditer parce qu'elle n'a plus de moyens d'imposer quoi que ce soit sur le plan africain par rapport à cette vague sous forme de tsunami qui se déverse en ce moment sur les continents. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour ces analyses si pertinentes. Je vous en prie. Voilà. Nous allons continuer, on va parler de nouvelles mises en place au sein de l'appareil sécuritaire et aussi surtout de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Sans risque d'aggraver les